Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de connexion à distance, que ce soit vers des machines comme des Raspberry Pi si vous hébergez, je sais pas moi, de la domotique, JDOM, Home Assistant, des choses de ce type là, mais aussi d'autres services, mais aussi sur des machines plus lourdes comme des serveurs. Ici j'ai mon NAS. Vous avez peut-être besoin de lancer des tâches d'administration, faire des backups, lancer des commandes, modifier des fichiers de configuration comme on voit ici à l'écran, et souvent on utilise des terminaux, donc en mode texte, donc pas en mode graphique, et c'est un petit peu rébarbatif, un petit peu pénible, pour venir donc déjà s'authentifier sur la machine, s'y connecter, et ensuite interagir avec la machine pour modifier les fichiers et compagnie. Souvent, hein, ce type de machines sont des machines headless, c'est-à-dire si vous regardez mon serveur ici, il est actuellement en activité, il est branché sur le secteur, il est branché sur le réseau, mais vous voyez qu'il n'y a pas de clavier, pas de souris, pas d'écran. La seule connexion possible sur cette machine se fait à distance, et en général on utilise SSH, donc le protocole SSH pour s'y connecter. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux grandes thématiques pour pouvoir faire ce type d'activité. Déjà, comment se connecter à la machine en question SSH, mais surtout le faire de manière relativement sécurisée, relativement pratique, et on verra la connexion via certificat, au lieu de le faire par utilisateur et mot de passe. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile ensuite à utiliser. Et dans un deuxième temps, on va parler de VS Code, donc l'éditeur de code VS Code, qui a des extensions spécifiques pour gérer du SSH. Ici, vous avez un exemple. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire comme ça avec ce type d'outils. Vous avez en particulier la possibilité d'éditer du texte, de comparer des fichiers, de lancer des commandes donc en SSH, de regarder l'arborescence des fichiers qui se trouvent directement sur la machine distante, mais aussi éventuellement de rechercher des fichiers par leur nom, voire de rechercher du contenu qui se trouve dans des fichiers. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pratique et puissant que certains outils en ligne de commande, même si on peut faire beaucoup de choses en ligne de commande. Et quoi qu'il arrive, si la machine est en difficulté, si la machine a une panne quelconque, ce sera important quand même de savoir la dépanner en direct avec des lignes de commande, des choses comme ça. Ici, c'est plus un outillage pour vous faciliter l'administration au quotidien, et vous allez voir que ça change la vie. Alors concrètement, avec ce type d'outils comme VS Code et la connexion SSH, donc connexion distante sécurisée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous voyez en bas à gauche ici, si je clique sur le petit outil qui est là, j'ai connexion à un autre, donc Connect to Host. Ici, je peux me connecter à mes machines, donc j'en ai deux en particulier qui sont configurées sur cette machine en question. Là, je suis connecté déjà sur ma machine OpenMediaVault, donc mon serveur de type NAS. Vous voyez que j'ai la possibilité facilement ici d'avoir la liste des dossiers de configuration pour ma partie Docker. Évidemment, j'ai d'autres espaces de travail pour faire d'autres choses, mais là, c'était pour vous montrer un exemple en particulier. Je vous ai aussi montré la possibilité, donc quand vous ouvrez des fichiers, de les ouvrir en mode comparaison. Vous avez par exemple ici, dans la colonne de droite, le fichier d'origine, et dans la colonne de gauche, le fichier que moi j'ai modifié, que j'ai édité, pour correspondre à mes besoins. Et vous voyez très facilement qu'on peut suivre les modifications, comparer, appliquer des changements, et le faire aussi de manière assez sécurisée. Évidemment, ça reste l'éditeur de code VS Code, donc il a tout l'outillage de VS Code, donc vous pouvez rajouter, si vous voulez, de la chronologie dans la modification de vos fichiers, et vous pouvez rajouter un tas d'extensions. Ici, je vais vous en montrer qu'une, l'extension SSH, mais il y en a vraiment un paquet en fonction de ce que vous voulez faire. Ce type d'éditeur comprend les langages, donc vous avez ici la possibilité de lui spécifier quel est le type de langage que vous voulez utiliser. Donc si vous faiт je sais pas, sous Home Assistant, mais d'autres serveurs, d'autres services utilisent aussi ça. Si vous faites du YAML, si vous faites du JSON, des choses comme ça, eh bien forcément, vous allez être amené à peut-être écrire des erreurs. Et là, vous avez de la complétion, vous avez de la vérification automatique qui s'applique sur vos fichiers. Donc c'est quand même plutôt pratique. Il y a évidemment plein d'autres fonctionnalités qui existent. La dernière que je vais vous montrer, c'est que vous avez aussi le terminal intégré qui est comme un terminal que vous pourriez avoir sous Windows, Linux ou autre, mais directement intégré dans VS Code pour exécuter vos commandes et puis comme ça pouvoir interagir avec le système d'exploitation quasiment comme si vous étiez en local, donc de manière extrêmement pratique. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec des outils comme VS Code et surtout la partie SSH qui permet donc de se connecter à la machine à distance et de le faire dans un tunnel sécurisé, donc sans problème de sécurité, et juste en un clic puisqu'on va mettre en place une connexion par certificat, donc il suffira de choisir la machine et ça se connectera automatiquement. Pour cette vidéo, on va s'appuyer sur deux systèmes d'exploitation. On va s'appuyer sur OpenMediaVault version 6, donc la toute nouvelle, qui est sur une base Debian 11, et on va s'appuyer sur JDOM qui est lui aussi sur une base Debian 11 pour le coup, donc ça va pas être très varié dans le sens, je vais pas non plus vous montrer tous les systèmes d'exploitation qui existent et toutes les variantes possibles pour faire tout ça. L'idée c'est plutôt de vous montrer sur deux aspects différents. On a donc OpenMediaVault qui est l'OS pour faire un NAS, donc plutôt un aspect serveur, interagir avec des fichiers de configuration, échanger des fichiers, des choses de ce type-là. Et la partie JDOM, donc plutôt la partie domotique,
interagir avec de la domotique, donc là aussi modifier quelques fichiers de configuration, récupérer des backups, mettre en place des backups, des choses de ce type-là. Donc je vous montre deux types d'utilisation possibles. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les machines qui ont des serveurs SSH et derrière sur lesquels vous pouvez interagir et faire des choses. Donc à vous d'imaginer ensuite comment vous voulez l'utiliser. Ces deux machines, je viens de les installer, je viens de m'y connecter pour la première fois dessus. Je les ai déployées avec Proxmox qui est mon système de virtualisation. Donc j'ai deux machines, vous voyez ici, une JDOM, une OpenMediaVault. Ces deux machines me servent uniquement à faire des démos et sont toutes neuves pour vous montrer justement comment fonctionne tout ça. Pour se connecter sur ces machines, on va utiliser Secure Shell, autrement connu sous le nom de SSH, et puis on va utiliser aussi Visual Studio Code, ça on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Donc SSH, c'est un protocole de communication qui est sécurisé entre le client et le serveur, donc le client la machine avec laquelle vous lancez la connexion, le serveur la machine distante, donc OpenMediaVault ou ici JDOM. Donc l'OS en tout cas qui héberge OpenMediaVault ou JDOM, donc une Debian 11 dans notre cas de figure. Les échanges sont complètement chiffrés de bout en bout, donc c'est sécurisé. Je vous lis pas la suite de ce que dit Wikipédia, mais je vous le montre plutôt. On lance une invite de commande de Windows, donc ici moi je suis sous Windows 10, et vous verrez que sous Windows 10, vous avez la commande SSH qui est disponible, vous avez juste à taper SSH, et vous avez donc le programme informatique qui s'appelle lui SSH, qui permet de faire des communications SSH sécurisées, donc la partie cliente qui est installée sous Windows 10, Windows 11. Si jamais ça venait à ne pas être le cas, vous pouvez toujours aller dans le gestionnaire de programmes de Windows 10, donc ajouter, supprimer des programmes, vous allez dans la partie fonctionnalités facultatives, vous faites SSH et vous verrez ici que vous avez le client OpenSSH pour Windows. Il y a juste à cliquer sur installer si c'est pas le cas déjà, si c'est pas déjà fait. Normalement, Windows de base est pré-livré avec un client OpenSSH disponible, donc il n'y a rien de spécial à faire. Moi, pour la suite de la vidéo, je remplace l'invite de commande par un terminal de Windows 10, Windows 11, je trouve ça plus pratique à gérer pour les zooms et compagnie, mais c'est exactement la même chose, hein, ça reste en interne une invite de commande, c'est juste que j'ai des onglets. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je fais un tas de vidéos, que ce soit sur Windows et autres, donc vous aurez aussi des vidéos sur Windows Terminal et diverses commandes qu'on peut exécuter sous Windows. Même si je trouve ça moins pratique que le client directement intégré dans Windows, vous avez évidemment des alternatives, dont le fameux PuTTY, client open source disponible dans l'univers Windows, donc ça peut être une alternative intéressante. Si vous préférez avoir une petite interface graphique pour configurer vos connexions SSH, pourquoi pas. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le site Alternative2 qui vous liste des alternatives, donc à chaque fois que je vous propose quelque chose, si vous avez un doute, si vous voulez voir d'autres possibilités, vous allez sur ce type de site qui est communautaire, et ça vous expliquera ce que vous avez en open source, en gratuit, et en version alternative, payante ou pas, par rapport à une proposition que je vous fais. Moi, on va se baser sur la ligne de commande, c'est le plus simple, c'est plus intégré à Windows, mais ensuite vous choisissez ce que vous voulez. Dans cette vidéo, je ne parle pas de l'installation du serveur SSH, je pars du principe que dans la majorité des distributions que vous allez utiliser, distributions Linux, Debian, Ubuntu, Fedora et compagnie, voire même les distributions Raspberry Pi, donc Raspbian, donc Raspberry Pi OS et compagnie, vous avez par défaut un serveur SSH qui est livré, parfois pas complètement configuré de manière trop sécurisée ou pas assez sécurisée, mais en tout cas la majorité du temps vous avez le serveur SSH qui est disponible. Donc je ne couvre pas ce sujet-là dans cette vidéo, mais renseignez-vous, regardez sur internet si vous voulez installer un serveur SSH parce que vous n'en avez pas un dans la distribution que vous avez retenue, et si vous voulez aller plus dans le détail sur la configuration d'un serveur SSH, vous avez le blog d'Adrien, donc linuxtricks.fr. Adrien a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, donc si vous êtes intéressé, vous avez plus d'informations. Dans ce blog-là, vous verrez comment redémarrer un service SSH, activer ou non l'accès au super utilisateur, donc à l'accès root, changer le port pour plus de sécurité, des choses de ce type-là. Donc on est paré, on peut faire SSH, et pour se connecter à une machine distante en SSH, une des manières de base pour le faire, c'est de se connecter avec un mot de passe, donc nom d'utilisateur et mot de passe. Sur les machines en question, moi je vais me connecter avec l'utilisateur root, donc de Debian, donc l'utilisateur racine, donc l'utilisateur le plus critique de l'OS, et pour le nom de la machine, il suffit de récupérer son adresse IP, donc par exemple pour cette machine JDOM, c'est 192.168.1.64, donc c'est son adresse locale. Si je lance la commande
SSH root, etc. directement sur cette machine JDOM, ça va pas fonctionner parce que l'installation Debian qui fournit est sécurisée et refuse la connexion avec l'utilisateur root. Alors si je faisais une vidéo vraiment dédiée sur SSH, je vous dirais qu'on ne se connecte jamais avec un utilisateur root sur une machine. On essaye de créer un autre utilisateur avec des droits un peu plus restreints pour des raisons de sécurité, etc. Mais moi, dans le cas de figure ici, je vais vous montrer comment on accède à des machines en SSH, peu importe en fait le type d'utilisateur. Et j'en profite aussi pour vous donner l'information si vous ne l'avez pas. Donc ici je me connecte sur la machine en direct, c'est-à-dire comme si j'avais un écran sur la machine. Donc je me connecte en route sur la machine JDOM. Donc là je suis connecté en direct, je passe pas en SSH. Et si vous cherchez à autoriser l'accès root à la machine, il va falloir modifier la configuration du serveur SSH. Donc vous faites nano etc ssh sshd config et vous allez donc dans ce fichier, vous allez chercher une commande qui s'appelle permit root login. Par défaut il est en prohibit password. C'est pour des raisons de sécurité, c'est pour éviter de taper le nom d'utilisateur root sur un clavier et que quelqu'un puisse l'intercepter. Donc moi je le mets temporairement à permit root login à yes. C'est juste pour vous montrer comment on se connecte en SSH sur cette machine. Et donc si je rouvre mon terminal ici, je fais donc SSH root 192.168.1.64. Et ici, ce que me dit mon client SSH, c'est que je vais me connecter à un serveur, 192.168.1.64, donc mon hôte qui s'appelle JDOM en fait, et il me propose une empreinte, qui a un SHA 256, donc une empreinte du serveur de cette machine, pour pouvoir me permettre d'identifier si ce serveur change. Donc moi je vais dire oui, mais je vous explique quand même à quoi sert l'empreinte. Alors ici on est sur un réseau interne, dans mon réseau donc local, il y a assez peu de risques qu'un pirate essaye de faire des trucs dans mon dos. Mais imaginez qu'on peut aussi faire du SSH à distance sur des serveurs qui se trouvent sur internet, et que le nom de machine qui se trouve, ou même l'adresse IP qui se trouve derrière ce nom ou cette adresse-là, il peut être usurpé par quelqu'un d'autre, un pirate, qui va mettre son faux serveur SSH en place et va intercepter vos communications. Vous allez taper votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, son faux serveur SSH va récupérer ces informations-là, va vous accepter, parce que c'est son objectif en fait de vous faire tomber dans le panneau, et dès qu'il aura récupéré les informations, il va tout de suite se connecter sur la vraie machine et commencer à faire des choses un peu désastreuses. L'empreinte permet de vérifier que ce serveur-ci est bien le serveur auquel vous avez affaire, donc je fais yes. L'empreinte est enregistrée dans le fichier qui s'appelle known hosts, fichier qui se trouve dans votre home, donc moi c'est dans utilisateur-guillaume.ssh, vous avez known hosts ici, et ce fichier c'est en fait une liste adresse IP et empreinte du serveur SSH, empreinte de la machine, pour pouvoir vous dire si jamais l'empreinte change, donc il y a un autre serveur qui répond sous ce nom 192.168.1.64, eh bien je serai informé que c'est plus le serveur auquel j'avais eu affaire dans le passé. Je tape le mot de passe correspondant, je fais entrer, vous voyez que je suis connecté, exactement en fait comme je l'étais ici en direct sur la machine, mais là je suis connecté à distance, donc à travers le réseau, en fait je suis connecté sur ma machine, avec l'utilisateur root sur la machine, donc qui s'appelle le JDOM. On fait le même exercice maintenant sur la machine OpenMediaVault. La machine OpenMediaVault, vous l'avez vu, c'est 192.168.1.65, donc en fait j'ai juste à répéter les mêmes commandes. À nouveau, on me demande prise de l'empreinte, puisque c'est la première fois que je me connecte sur cette machine. Je dis oui, je tape le mot de passe racine de la machine, et je suis connecté sur la machine OpenMediaVault. Là, de la même manière, cette machine-là, vous l'avez pas vu, je l'ai fait hors caméra, mais je l'ai désécurisée pour pouvoir me connecter dessus en route. Évidemment, l'objectif, ça va être déjà de mettre en place une connexion par certificat, de manière à ce que la connexion se fasse sans le mot de passe, et qu'il n'y ait plus de risque derrière de saisir un mot de passe, puis que ce soit beaucoup plus facile à utiliser. Alors, dans l'idée, on pourrait s'arrêter là pour la partie SSH et basculer sur Visual Studio Code, mais je vous montre quand même la partie création d'un certificat, parce que je pense que ça peut vous être utile. Alors on va rentrer dans le répertoire .ssh qui se trouve dans mon utilisateur Windows. Donc si je regarde les fichiers qui sont dedans, vous voyez que j'ai déjà deux machines qui sont connues. Alors cette JDOM en question et cette OMV en question, ça n'a rien à voir avec ces machines que je vous ai montrées. C'est mes vraies machines JDOM et OpenMediaVault. D'ailleurs vous le voyez aux dates de création de fichiers, ça fait un petit moment que je mets en place tout ça pour que ça fonctionne bien. On va commencer par la génération de clés SSH. Alors, théoriquement, on est censé préciser qu'on veut du RSA 2048 pour la clé, mais en général, quand on fait SSH Keygen, qui est une commande qui est aussi disponible directement dans le système d'exploitation, ça fait partie en fait du client SSH, on va déjà avoir quelque chose de relativement sécurisé. Pour les besoins de cette démo, donc, je vous ai dit, on va se connecter sur une machine qui s'appelle OpenMediaVault, donc je vais créer une clé qui s'appelle OpenMediaVault 6_RSA pour l'identifier par rapport à mon autre clé qui s'appelle OMV RSA, donc pour vous montrer que c'est la machine de test ici de cette vidéo. Pour la passphrase, c'est pareil, je la laisse vide,
Mais si on voulait être sur quelque chose de plus sécurisé, évidemment, il faudrait aussi en spécifier une. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, pour pouvoir déchiffrer le certificat, il faudrait taper la passphrase. Donc c'est à peu près comme taper un mot de passe. Donc moi, je trouve pas ça hyper important à partir du moment où vos certificats sont stockés de manière sécurisée, mais faites attention, ça réduit à nouveau la sécurité de ne pas le faire. Donc je choisis 2 fois. Vous voyez qu'on est sur du RSA 3072, donc on est même supérieur à ce qui est demandé. C'est pour ça qu'on peut soit descendre, soit augmenter en fonction des besoins qu'on a. Et si on regarde maintenant dans le répertoire, vous verrez qu'on a 2 nouveaux fichiers qui ont fait leur apparition. La partie clé publique ici, OMV6 RSA.pub, donc pour public, et la partie privée, qui est un secret absolu et qui est à conserver à tout prix, qui s'appelle OMV6_RSA. Donc cette clé privée, vous y faites très attention, c'est le secret en fait de l'opération. La clé publique, c'est elle qui va partir sur le serveur distant pour permettre l'authentification. Je refais la même opération, je l'appelle JDOM Demo parce que comme ça on va bien l'identifier, pas de passphrase, je tape 2 fois, et vous voyez qu'à nouveau si je regarde, on a bien la partie clé publique, la partie clé privée qui ont été générées automatiquement. Donc tout ça on peut un petit peu modifier le process de génération pour avoir des choses plus complexes, moins complexes, passphrase, pas passphrase, c'est à vous de voir, renseignez-vous, vous avez un tas d'informations sur internet si vous voulez en savoir plus, moi je fais vraiment le minimum syndical pour qu'on puisse mettre en place tout ça. Donc l'étape d'après c'est d'aller enregistrer nos clés publiques, donc respectivement la clé publique JDOM sur le serveur JDOM, celle OMV6 sur le serveur OpenMediaVault, aller les enregistrer pour qu'elles soient reconnues et que je puisse m'identifier justement avec ces clés RSA. Alors différentes manières de faire, moi je vais utiliser SSH pour configurer l'accès par SSH avec un certificat. Moi je trouve ça plus simple de configurer SSH directement en SSH, et puis c'est le cas général, mais vous avez compris que si vous avez un accès à la machine, vous pouvez faire autrement. Donc on va se connecter d'abord sur la machine OpenMediaVault 6, alors elle, on l'avait dit, c'était 192.168.1.65. Donc je me connecte dessus et je tape son mot de passe. Je suis connecté dessus. Donc sur cette machine-ci, je fais ls-l pour lister à peu près ce qu'on y voit. Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas de répertoire.ssh et j'ai pas de quoi travailler. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire.ssh qui est le répertoire.ssh qui est spécifique à l'utilisateur root de cette machine. Donc ça c'est parce que je vais vouloir me connecter en tant qu'utilisateur root. Évidemment, si vous voulez vous connecter en tant qu'autre utilisateur que root, il faudra mettre le répertoire.ssh dans le répertoire de l'utilisateur en question. Donc l'autre manière de faire, c'est d'utiliser le tilde, donc tilde/.ssh, ça veut dire le home directory, donc tilde.ssh, donc le répertoire .ssh. Donc normalement maintenant, si je regarde mes répertoires, j'ai bien un répertoire.ssh dans lequel je peux rentrer, qui est vide. Et ensuite, on va créer le fichier authorized keys, donc différentes manières de faire. Moi, j'utilise l'éditeur nano parce que j'aime bien, mais vous pouvez utiliser VI. Vous pouvez même déplacer le fichier avec des commandes SSH, mais je trouve que ça, c'est le plus simple. Et dans ce fichier authorized keys, on va mettre la clé publique qu'on a, donc ici, OMV6 RSA pub. Donc, je vous montre le plus simple quand on n'est pas habitué aux commandes. C'est on prend sa clé publique comme ça, on l'ouvre avec Notepad, on fait copier depuis le bloc-notes, et on fait, alors moi je fais clic droit, parce que c'est ce qui fait un coller dans mon terminal. Et je fais CTRL-O pour faire enregistrer, donc je fais Entrée, et je fais CTRL-X pour quitter. Et voilà, c'est tout, j'ai maintenant un accès avec certificat sur cette machine. J'y ai déposé la clé publique sur la machine, le secret sur ma machine locale, donc mon PC Windows 10, j'ai un secret, et donc maintenant, je sais qu'il y a que cette machine Windows 10 qui a ce secret, et donc à part si elle est attaquée, si quelqu'un lui vole son secret, mais sinon personne d'autre ne pourra trouver le secret de cette machine-là, et donc forcément en ayant déposé la clé publique qui elle n'est pas un secret, hein, elle est publique, il n'y a que la machine sur laquelle j'ai la clé privée qui va pouvoir s'y connecter. Alors là, où les machines, vous pouvez éventuellement partager une clé privée, mais moi je vous le conseille pas trop, générer une clé privée par machine qui doit s'y connecter, c'est plus simple, c'est pour ça d'ailleurs que ce fichier s'appelle authorized keys, c'est parce que vous en avez plusieurs dedans, c'est toutes les clés qui sont autorisées, et donc si une machine est compromise, ben ça permet d'enlever juste une entrée dans le fichier, au lieu d'aller rechanger les clés partout, c'est quand même plus simple. À partir de là, diverses options, on peut par exemple avoir un SSH agent qui tourne sur la machine, enregistrer sa clé privée, et du coup éviter d'avoir à taper à chaque fois la passphrase pour saisir sa clé privée, ça peut être une option. Moi ce que je fais personnellement, c'est que je vais dans mon répertoire config, ben, je vais vous montrer ici avec cette possibilité-là, je crée une entrée dans config, alors elle est sous cette forme-là, vous mettez host, donc moi je vais l'appeler OMV6, vous mettez hostname espace et vous mettez l'adresse IP ou le nom de la machine, donc moi ça va être une adresse IP. Vous mettez l'identity file, donc le chemin vers la clé privée,
donc ici c'est OMV6 underscore RSA, et le nom d'utilisateur avec lequel vous voulez vous connecter. Donc vous voyez que c'est root pour ma machine OpenMediaVault, mais pour ma machine JDOM, je l'ai connecté et je me connecte avec un utilisateur dédié, donc JDOM. Vous enregistrez ce fichier-là. Ce que va permettre ce fichier, c'est que vous pouvez toujours faire SSH root avec le nom de la machine, mais si vous mettez SSH et directement l'alias, donc OMV6, vous allez voir que ça se connecte automatiquement. En fait, OMV6 c'est identifié comme une entrée de votre fichier config, il sait qu'il doit utiliser l'utilisateur root, que l'adresse IP c'est 192.168.1.65, et donc il s'y connecte automatiquement. Et vous voyez que je suis connecté, j'ai rien eu à taper, je mets SSH OMV6, la machine est connue du serveur, et donc tout se fait automatiquement sans saisir de mot de passe. Voilà, donc évidemment vous voyez que c'est très pratique, mais c'est aussi très inquiétant. Si vous ne sécurisez pas correctement ce type de pratique, ça peut amener à des grosses problématiques de sécurité, donc ensuite à vous de faire le nécessaire pour que tout soit bien fait. On fait les mêmes étapes sur la machine JDOM, donc je me connecte dessus, on va chercher donc ensuite la clé publique donc pour la mettre dans la machine JDOM, donc là de la même manière on fait, donc ici moi j'utilise Notepad JDOM Demo RSA Pub, donc ça c'est la clé publique que je peux copier-coller. On fait donc toujours mkdir.ssh, on rentre dans le répertoire .ssh, on fait un anneau authorized keys pour créer le fichier, on colle, on fait CTRL-O, on fait entrer, on fait CTRL-X, on ferme. Là on est bon, donc je peux quitter même la connexion sur cette machine-ci. On retourne donc dans ce fichier config avec donc toujours notepad config ou l'éditeur de texte que vous voulez. Je me crée un nouvel hôte, donc ici je vais l'appeler JDOM Demo, exactement comme j'ai nommé ma clé. Donc ma clé s'appelle JDOM Demo, donc hop, JDOM Demo RSA. La machine c'est 192.168.1.64 et j'utilise aussi l'utilisateur root, et donc c'est pas mal. Ensuite je vérifie que ça fonctionne, donc je fais SSH JDOM Demo, et ça fonctionne, je suis connecté sur ma machine JDOM, c'est très bien. Alors maintenant qu'on a ça, on va retourner sur la commande que je vous ai montrée il y a un instant. Donc cette commande-ci, où on avait sshd config. Donc on va retourner dedans et je vais vous montrer que je peux resécuriser la machine. Donc permit root login, je vais le désactiver. Et du coup, comme je le désactive, ici on va repasser sur la valeur par défaut qui est normalement prohibit password. C'est-à-dire je peux me connecter sur une machine en tant que super utilisateur, mais je ne peux pas avec un mot de passe. Donc j'enregistre ça, je quitte, je tape le mot de passe. Et là, vous allez voir que je vais être refusé. C'est-à-dire, je ne peux pas me connecter en SSH sur cette machine. Le mot de passe est bon, il n'y a pas de souci. Mais le serveur SSH ne le dira pas que la connexion par mot de passe sur le serveur SSH est refusée. C'est une mesure de sécurité également pour éviter de donner des indications. Mais je ne pourrai plus me connecter sur cette machine avec nom d'utilisateur et mot de passe si l'utilisateur c'est root. Par contre, je peux toujours me connecter en demandant une connexion sur JDOM Demo, ça j'ai le droit, et par un certificat qui est normalement une solution plus sécurisée et beaucoup plus facile à sécuriser fortement qu'un mot de passe, vous voyez que je peux toujours me connecter. Donc voilà, c'est la première étape, on a fait le nécessaire. Maintenant, pour se connecter avec un certificat sur les deux machines distantes, JDOM et OpenMediaVault, et en plus, je vous ai montré comment sécuriser un petit peu la chose en désactivant l'accès mot de passe à ces machines-là, surtout pour l'utilisateur root, et puis ensuite à vous d'adapter en fonction du type d'utilisateur que vous voulez utiliser. Et maintenant qu'on peut se connecter indifféremment aux deux machines en SSH via certificat, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo qui est Visual Studio Code et comment exploiter Visual Studio Code pour se connecter sur ces machines et avoir une interaction SSH avec ces machines, échanger des fichiers, modifier des fichiers, des choses de ce type-là, et avoir une connexion distante facilitée. Donc, la première étape, c'est de télécharger Visual Studio Code. Alors, vous avez soit la version classique de Visual Studio Code, soit vous pouvez avoir des versions Insider qui sont plus à jour. Vous avez également l'alternative VS Codium, si vous préférez, qui est la partie complètement libre, gratuite et compagnie de VS Code. Par contre, il y a des choses qui ne fonctionneront pas facilement dessus, en particulier la partie Marketplace. Mais si vous voulez retirer au maximum des choses qui ont été introduites par Microsoft, ici on vous explique exactement, des licences plus souples, et puis enlever quelques télémétries, des choses de ce type-là, vous avez une alternative. Honnêtement, VS Code ne pose pas de gros problèmes, mais bon, c'est pour les gens qui seraient vraiment puristes, vous avez quand même une alternative si vous voulez. VS Code est également multiplateforme, donc vous allez ici sur Other Platforms et vous verrez qu'il est disponible pour Windows 7, 8, 10, 11. Il est disponible pour Linux, sous deux formes, Debian et RPM. Vous pouvez évidemment prendre un snap ou
ou le compiler vous-même si vous n'êtes pas dans la liste des systèmes d'exploitation Linux supportés. Et il est aussi disponible pour macOS, que ce soit avec Apple Silicon, donc les M1 et compagnie, ou avec les processeurs Intel. Donc vous avez vraiment le choix en termes de plateforme, il est gratuit, il est open source, il est extensible, on va voir ça dans un instant, on va installer une extension justement pour gérer du SSH, et pour la partie open source, je vous montre, vous avez le projet Microsoft qui est ici, tout est open source. Vous pouvez aller voir dans le détail sur quoi est basé ce type de projet, c'est de l'Electron avec du TypeScript, c'est un outil que j'utilise au quotidien, que ce soit pour des raisons personnelles comme professionnelles, et c'est vraiment un super outil que je vous conseille. C'est pas un IDE en tant que tel, mais c'est un super éditeur de code, donc pour des besoins classiques on va dire, ça remplit un tas de fonctionnalités. C'est un outil qui fait non seulement très bien ce pourquoi il est conçu, mais en plus, je vous l'ai dit, avec les mécanismes d'extension, vous avez ensuite des possibilités, peut-être pas illimitées, mais extrêmement étendues en fonction de vos besoins, vous trouverez forcément une extension qui correspondra à vos attentes. Donc vous installez ça, et à la fin, vous allez avoir VS Code, qui va être disponible sur votre machine. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est aller sur la partie extension. Donc extension, c'est soit CTRL majuscule et X, soit cette petite icône ici avec les petits carrés, et vous allez chercher SSH. Vous prenez Remote SSH, donc c'est un pack de plugins, et vous l'installez. Donc moi il est déjà installé, mais vous avez juste ici à cliquer sur le bouton installer, et ça va installer en fait tout ce qui est nécessaire pour gérer la connexion à distance SSH sur une machine qui a un serveur SSH. Donc vous installez ça, si vous demande de redémarrer VS Code ou de redémarrer rapidement VS Code, vous acceptez de manière à avoir en place ce qu'il faut pour gérer VS Code. À la fin, vous devriez avoir cette petite fenêtre en bas à gauche, enfin cette petite icône en bas à gauche, qui vous permettra comme ça de vous connecter à une machine directement en SSH. Alors comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est très facile. On clique sur ouvrir une fenêtre distante. Alors moi j'ai différentes possibilités, je peux me connecter à un conteneur, me connecter à un autre, ou me connecter à WSL. Donc WSL, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo d'en reparler, mais c'est une astuce aussi pour pouvoir exploiter à fond WSL. On l'utilise avec un serveur SSH et donc c'est complètement transparent quand on exploite VS Code sur une machine qui a WSL d'installer. Nous, on va se connecter à un autre, donc on fait Connect to Host. Ici, vous voyez la liste des machines qui sont dans mon fichier config. Donc ici, on a JDOM Demo, OpenMediaVault 6 et mes deux machines de production. Donc je vais prendre JDOM Demo. Donc ça ouvre JDOM Demo. On me demande quelle est la technologie de cette machine. Donc est-ce que c'est du Linux? Est-ce que le serveur SSH JDOM Demo c'est Linux, Windows ou macOS, donc ici c'est un Linux, et ça va se connecter sur la machine en SSH avec les informations que je lui ai données, et ça va installer l'outillage derrière pour pouvoir piloter à distance en fait la machine avec les utilitaires de VS Code. Pour vous expliquer le principe de fonctionnement de l'extension Remote SSH dans VS Code, mais sans non plus rentrer dans les détails techniques, vous avez en fait VS Code qui se scinde en deux, quand vous utilisez en tout cas cette extension-ci. Sur votre système d'exploitation, vous avez la partie interface utilisateur, donc le front-end de VS Code, qui est présent, et donc c'est celui avec lequel vous interagissez avec le clavier, la souris et tout ça. Vous avez un tunnel SSH, donc je vous l'ai expliqué, qui se forme entre votre machine et la machine distante. Ça peut être une machine virtuelle, mais c'est aussi, dans les cas de figure que je vous ai montré, une machine physique. Et c'est pour ça qu'il y a une étape d'initialisation, parce que VS Code, quelque part, se clone ou s'écrit sur la machine distante, en tout cas sa partie serveur, pour pouvoir être présent sur la machine distante. Et ça sert à plein de choses, en particulier pour lancer des terminaux directement sur la machine distante, mais aussi pour pouvoir lancer des débuggers, lancer des applications, et aussi pour avoir un accès au système de fichiers de la machine. Et c'est pour ça que c'est ultra performant, c'est que quand vous faites des recherches, vous ne les faites pas sur votre machine à vous, vous les faites directement sur la machine distante. Quand vous recherchez une chaîne de caractères dans un ensemble de fichiers, c'est pour ça que la réponse est quasiment instantanée, c'est parce que ça ne dépend que de la performance du système de fichiers de la machine sur laquelle vous êtes connecté. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la page de documentation de VS Code. C'est extrêmement détaillé, vous avez plein d'informations sur comment l'installer, comment l'utiliser, plein de tutoriels. Moi je vous montre vraiment que l'essentiel. Donc ici on voit qu'on est connecté, on a bien SSH JDOM Demo, et ensuite on peut faire 2-3 petits trucs. Donc si on ouvre l'explorateur ici, on peut faire ouvrir le dossier, et là ce qu'on voit c'est la machine distante. Donc si par exemple je veux éditer le code de JDOM, eh bien je vais dans var www html, c'est l'endroit où JDOM stocke JDOM en fait. Je fais OK, et vous allez voir que l'éditeur ici s'ouvre, donc je dis oui, faire confiance. Il me demande en fait, comme il connaît pas d'où viennent ces fichiers, il me demande s'il doit faire confiance ou pas à ce répertoire. Donc je peux dire oui
et ne plus me demander. Et vous voyez ici que j'ai accès à toute mon installation JDOM. Je peux avoir accès à mon répertoire de backup, mes plugins, donc éditer le code qui se trouve dedans. Alors ici, je suis connecté en tant que root, donc l'idéal ce serait que je me connecte en tant que JDOM pour avoir les mêmes droits que l'utilisateur qui fait tourner JDOM. On peut aussi, quand on va dans affichage terminal, lancer un terminal, et vous voyez ici que je suis connecté sur la machine JDOM en SSH, mais avec un terminal intégré directement dans VS Code. Et donc à partir de là, soit vous êtes développeur, vous pouvez faire du développement, mais si c'est le cas, je pense que vous connaissez déjà ce type d'astuce. Soit vous pouvez aussi, du coup, faire des commandes, manipuler des choses, faire des sauvegardes, copier des fichiers, lancer des scripts. Voilà, ça va vous permettre de faire plein de choses ici dans l'univers de JDOM. Alors évidemment, quand on a fini, on peut soit se déconnecter, soit fermer la fenêtre. Donc ici, pour se déconnecter, on fait fermer. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe avec OpenMediaVault. Vous allez voir, c'est très similaire à une petite subtilité près. Donc je fais Connect to Host, OpenMediaVault 6. Je suis sur une architecture Linux. Et là, vous voyez qu'il y a un petit souci. Ici, la machine ne répond pas. Donc on me demande pas sur quelle architecture je suis. Il y a bien ouverture de la machine distante. Mais si je fais affichage sortie, et je fais remote SSH, vous voyez qu'ici il y a un petit souci. Channel machin, open failed, administratively prohibited, open failed. Et là on va retourner dans le fichier de config SSHD, donc le fichier de config serveur SSH, pour vous montrer. Il y a une petite subtilité à faire pour pouvoir autoriser ce genre de choses. On le voit ici. VS Code s'appuie sur des tunnels TCP dans SSH en attente d'un tunnel SSH. Donc c'est des tunnels TCP. Et pour ça, il faut que la fonctionnalité soit activée. C'est le cas sur certaines distributions, c'est le cas sur certains serveurs qui sont préinstallés, mais c'est pas le cas sur d'autres. J'ai trouvé OpenMediaVault qui n'est pas installé par défaut. Et donc je vous montre tout de suite comment on fait. Donc on se connecte sur la machine qui pose problème, donc ici moi c'est SSH OMV6 puisque c'est la machine qui pose problème, et on va éditer son fichier de configuration du serveur SSH, donc sshd_config, donc nano, etc, ssh, sshd, config. Et dedans on va chercher, donc vous voyez que le fichier est moins bien organisé que le fichier par défaut, puisqu'il a été personnalisé par OpenMediaVault pour être plus sécurisé, et on cherche dedans hello TCP forwarding, et on le met à yes. Yes, parce que sinon, on n'a pas de possibilité de tunnel SSH, et donc ça ne va pas fonctionner. On redémarre le service SSH, alors là, ça dépend évidemment de votre distribution. Ici, je suis sur une base Debian, donc je peux faire ça. Je peux aussi redémarrer via la commande service. En tout cas, ici, j'ai redémarré le service SSH. Et donc maintenant, on peut refaire la tentative, la même que tout à l'heure en fait. Donc je lance la connexion à l'hôte OpenMediaVault 6. Et normalement, ça devrait beaucoup mieux se passer. Vous voyez que là, ça s'est bien passé. SSH ou MV6. Donc, les utilitaires ont été installés par VS Code. Je vous montre quand même que ça fonctionne. On ouvre un dossier. Donc là, on est à la racine de la machine. Je vais me mettre dans Home. Je vais faire ouvrir. Ici, je vous en montre pas plus, mais je vais utiliser ce type de technique pour vous montrer comment on fait pour administrer un serveur reverse proxy, changer des configurations Docker, des choses de ce type-là, de manière graphique à distance sur une machine. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer que on peut mettre en place ce type d'utilitaire très facilement pour se faciliter la vie et pouvoir comme ça sur sa machine distante gérer sa machine comme si on était dessus, de manière graphique, de manière très facile. Et là, tout est fonctionnel, vous voyez qu'on a un VS Code sur lequel on peut éditer des fichiers et faire des choses assez évoluées, donc c'est plutôt intéressant. Et donc pour vous montrer que c'est parfaitement fonctionnel, je vous montre, je me connecte sur ma machine de production pour le coup OpenMediaVault, donc là je suis connecté dessus, je vais ouvrir le dossier, donc moi je vais dans SRV, et puis je prends ce volume-là, je vais aller dans AppData, voilà, je fais OK. Vous voyez ici la liste de mes conteneurs Docker, et je peux très facilement accéder aux configurations. Donc si je vous montre par exemple vite fait un sous-domaine, ce que j'ai configuré, allez on va voir quoi, mon sous-domaine duplicati par exemple. Et donc du coup c'est très pratique parce que si par exemple ici je veux comparer avec la version du fichier subdomaine sample, vous voyez que j'ai juste à prendre les deux fichiers, je fais comparer et vous voyez que j'ai accès à des éditeurs graphiques pour facilement comme ça gérer mon serveur. Et donc c'est sur cette base-là qu'on va partir dans les futures vidéos où je vous parlerai de Docker sur mon NAS ou de Swag, donc de reverse proxy. J'utiliserai ce type de technique parce que déjà ça va être plus visuel pour vous montrer en vidéo, mais aussi c'est même pour moi je l'ai mis en place parce que c'est beaucoup plus pratique. Sinon je perdrais un temps fou si à chaque fois j'avais besoin d'aller éditer mes fichiers, on va dire à l'ancienne avec VI, Nano et compagnie. Là j'ai quelque chose de graphique et de très pratique à utiliser.
Voilà, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous saurez comment mettre en place votre connexion SSH par certificat, que vous aurez découvert ou peut-être redécouvert certaines fonctionnalités dans VS Code. Il y a peut-être des alternatives à tout ça, moi j'en connais pas vraiment, surtout sur la partie VS Code avec des extensions aussi évoluées que celles qu'on peut trouver. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le proposer en commentaire, mais au moins ici avec ce type de techno, je suis sûr que ça va couvrir l'ensemble des utilisateurs, que vous soyez Linux, Windows, Apple, peu importe, vous devriez pouvoir mettre en place ce genre de mécanisme et surtout vous faciliter la vie au quotidien, parce que quand on a ce type de machine qu'on gère soi-même, évidemment c'est ultra intéressant puisqu'on fait ce qu'on veut dessus, mais par contre il faut pas non plus que ça devienne une contrainte au quotidien. Donc si on veut éditer des fichiers, des choses de ce type là, il faut absolument avoir l'outillage en place pour pouvoir le faire de manière relativement sécurisée, sinon on perd du temps. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si c'est pas pour mettre en place ce type de choses, au moins pour découvrir que ça existe et savoir que au moment où vous en aurez besoin, il y a ce type d'outillage qui sont disponibles pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.